Bonjour créatures de la nuit, ici Kim, et ce soir, nous plongeons dans les recoins les plus obscurs de la société vampirique, les cultes mineurs. Donc, c'est des groupes énigmatiques, souvent discrets mais profondément influents, qui vont évoluer à la lisière des grandes sectes comme la Camarilla et le Sabbat. Donc, qu'ils soient des adorateurs fanatiques d'anciennes divinités, des chercheurs de vérité interdite ou des réformateurs aux idéaux dangereux, ces cultes ajoutent une touche de mysticisme, de chaos, de profondeur à l'univers de Vampire la Mascarade. Donc, dans cette vidéo, on va explorer qui ils sont, ce en quoi ils croient, et comment ils influencent ou menacent l'équilibre fragile du monde des ténèbres. Premièrement, on a les Amarantans. Donc, ce nom résonne comme un sombre avertissement au sein de la société vampirique, évoquant à la fois la crainte et la fascination. Ce culte énigmatique et redouté occupe une place unique dans le monde des vampires. Donc, tirant leur nom du terme Amarant, synonyme de diablerie, les Amarantans s'inspirent de la légende d'Amaranta, supposément la première victime de cet acte interdit. Donc, la diablerie, cet acte odieux consistant à absorber l'âme et la puissance d'un autre vampire en buvant son sang jusqu'à la dernière goutte, est l'une des transgressions les plus abominables dans la société vampirique. Donc, ce crime bouleverse l'équilibre des lignées, violant le lien sacré entre les vampires, tout en conférant à l'agresseur une puissance artificielle. Donc, le mythe d'Amaranta, fondation du culte, raconte l'histoire d'une jeune vampire victime de cette pratique. Son sort tragique aurait inspiré la naissance des Amarantans, un groupe déterminé à éradiquer la diablerie et à rendre justice aux victimes de ce fléau. Donc, à l'origine, leur mission semblait noble, protéger la société vampirique de cette menace-là morale et restaurer un équilibre qui est déjà fragile. Mais au fil des siècles, leur cause s'est transformée en une croisade fanatique, portée par une structure rigide et un code de conduite qui est vraiment implacable. Donc, leur mission est simple en apparence, traquer et éliminer les vampires coupables de diablerie. Mais leurs méthodes sont tout sauf directes. Les Amarantans opèrent dans l'ombre, préférant les ruses et les manipulations aux confrontations frontales. Donc, ils se voient comme des juges et des gardiens d'une moralité oubliée, combattant pour préserver un semblant d'ordre dans un monde vampirique souvent dominé par le chaos. Pour eux, la diablerie, c'est pas seulement un crime individuel. Ça représente une menace existentielle pour l'ensemble de leur société. Chaque acte de diablerie affaiblit les fondations du système vampirique, risquant de le faire sombrer dans une anarchie où seuls les plus puissants et les plus cruels, pourraient survivre. Donc, les Amarantans ne forment pas un culte unifié, mais c'est un réseau de cellules indépendantes disséminées à travers le monde. Donc, chaque cellule est dirigée par un ou plusieurs anciens, des vampires expérimentés ayant consacré leur non-vie à cette croisade-là. Donc, ces groupes opèrent dans le plus grand des secrets, souvent en infiltrant d'autres sectes ou organisations pour surveiller et identifier les suspects. Si leur objectif est commun, leurs méthodes, elles, vont varier vraiment grandement. Donc, certaines cellules optent pour des actions brutales et spectaculaires, assassinant publiquement leurs cibles pour envoyer un message. D'autres vont préférer une approche discrète, manipulant les événements pour que leur intervention passe inaperçue. Au-delà de leurs actes, les Amarantans soulèvent quelques questions profondes sur la nature de la justice et de la moralité dans le monde des ténèbres. Leur croisade est-elle vraiment un moyen de maintenir l'ordre ou un prétexte pour imposer leur vision à une société complexe et chaotique? Sont-ils les héros ou des fanatiques, des protecteurs ou des anges d'un chaos encore plus grand? Donc la vérité, comme souvent dans l'univers de Vampire la Mascarade, se situe quelque part entre les deux extrêmes. Donc les Amarantans incarnent une facette qui est quand même, à mon avis, très intrigante, fascinante et voire troublante du monde des ténèbres. Leur existence rappelle que dans cette société-là d'immortels, où le pouvoir et la survie dictent tout, rien n'est jamais aussi simple qu'il n'y paraît. Leur combat contre la diablerie est une lutte perpétuelle, un miroir sombre des dilemmes moraux et philosophiques qui hantent chaque vampire. Donc, c'est à la fois des gardiens de l'ordre et des catalyseurs de chaos, des figures tragiques dans un univers où chaque choix, a un prix et où la lumière ne brille jamais sans ombre.
On a aussi comme groupe les Cléopâtres et les Néphilim, bien qu'apparemment similaires dans leur quête d'idéaux élevés et leur approche atypique du pouvoir. Donc ces groupes-là vont différer profondément dans leurs croyances, leurs pratiques et leurs objectifs. Les Cléopâtres aspirent à transcender la malédiction Nosferatu en prouvant que leur charisme et la perfection intérieure peuvent surpasser même les apparences les plus monstrueuses. Donc leur philosophie repose sur une célébration de la beauté, non seulement physique, mais aussi mentale, émotionnelle et spirituelle. À l'inverse, les Néphilim se concentrent sur les thèmes de divinité déchue et d'ascension mystique, incarnant une quête de transcendance d'un autre ordre. Donc le nom Cléopâtre évoque la célèbre reine Cléopâtre VII, connue pour son intelligence, son charisme, son influence sur les puissances de son temps. Donc pour ce culte-là, cette référence dépasse l'adoration d'une figure historique. Les Cléopâtres incarnent un idéal de perfection, une aspiration à dominer non pas par la force ou la violence, mais par l'art subtil de la persuasion, de la séduction et de la présence magnétique. Leur philosophie affirme que la beauté, au sens très large, est la plus grande des forces, capable de désarmer les esprits les plus réfractaires et de manipuler les volontés les plus rigides. Donc les Cléopâtres attirent principalement des Nosferatu atypiques, ceux qui refusent de se laisser définir par leur malédiction physique. Donc ces vampires-là, souvent dotés d'un esprit stratégique affûté, trouvent dans le culte un refuge où leurs ambitions de rédemption et leur transcendance sont célébrées. À travers des disciplines comme Obfuscate, les illusions mystiques ou des stratégies sociales ingénieuses, ils contournent leur apparence pour imposer leur charisme et leur influence. Donc, chez les Cléopâtres, ils découvrent un espace où leur potentiel est non seulement reconnu, mais valorisé. Donc, contrairement aux organisations vampiriques rigides et hiérarchisées, les Cléopâtres fonctionnent de manière fluide et plutôt informelle. Leur cercle se forme autour de figures charismatiques appelées des rois ou des reines, qui s'élèvent non pas par la force, encore une fois, mais par leur capacité à inspirer et à rassembler. Donc, ces leaders vont incarner l'idéal du culte, des vampires qui transcendent leurs conditions et influencent subtilement le monde qui les entoure. Les Cléopâtres se réunissent dans des lieux somptueux, des salons décorés avec une opulence et une esthétique soigneusement orchestrée. Donc, ces rassemblements-là, qui ressemblent en surface à de simples soirées mondaines, sont en réalité des scènes d'intrigues complexes où se déroulent des débats intellectuels, des jeux de pouvoir et des manipulations habiles. Donc, chaque détail, chaque mot échangé fait partie d'un plan plus vaste pour atteindre leurs objectifs. Donc, au cœur de leur croyance se trouve une vision de la beauté comme vérité divine. Pour les Cléopâtres, la beauté dépasse l'apparence physique. Elle englobe le charme, l'intelligence, l'éloquence, la présence. Donc, ils voient ces qualités-là des outils capables de surpasser toutes les formes de pouvoir brutal ou conventionnel. Leur mission principalement, c'est de prouver en fait que ces attributs-là, lorsqu'ils sont bien maîtrisés, sont des plus grandes forces que puisse posséder un vampire. Donc, il faut quand même considérer que cette quête-là est pas dénuée d'ambiguïté. Si certains Cléopâtres cherchent sincèrement à élever la société vampirique en instaurant des valeurs fondées sur la beauté et le charisme, d'autres vont utiliser ces idéaux-là pour accumuler du pouvoir personnel. Donc, ils se positionnent comme des conseillers, des leaders ou des manipulateurs subtils au sein de structures vampiriques, influençant les décisions et façonnant les événements en leur faveur. Les Cléopâtres entretiennent une relation complexe avec les Nosferatu traditionnels. Donc, ils sont perçus comme des renégats ou des excentriques. Ils sont souvent méprisés par les membres les plus conventionnels de leur clan, qui considèrent leur quête de beauté comme futile, voire contraire même à la nature des Nosferatu. Donc, les Nosferatu sont fiers de leur rôle de collecteurs d'informations opérant dans l'ombre, voient dans les Cléopâtres une tentative arrogante de nier leur véritable essence. Cette tension-là va alimenter une dynamique qui est quand même porteuse, en fait, là, dans nos chroniques, ajoutant une couche supplémentaire de complexité aux intrigues des clans Nosferatu. Donc, en fin de compte, les Cléopâtres incarnent un idéal singulier dans le monde des ténèbres, celui de la transcendance par le charisme et la beauté. Donc, c'est à la fois les rêveurs et des manipulateurs, des architectes, d'un futur réinventé et des produits d'un passé qui est complexe. Dans une société vampirique souvent dominée par la violence et les manipulations brutales, ils se positionnent comme des champions d'un pouvoir plus subtil, plus raffiné, donc une force capable de redéfinir les règles du jeu sans jamais se salir les mains.
On a ensuite le culte d'Isis, ancré dans les thèmes de protection, de magie, d'héritage mystique. Donc ça, c'est un groupe fascinant qui puise ses inspirations dans l'Égypte ancienne, bon, eux aussi. Ce culte-là, bien qu'éclipsé par les grandes sectes comme la Camarilla ou le Sabbat, va jouer un rôle unique dans l'univers vampirique en préservant des savoirs ésotériques et en défendant des forces magiques essentielles au maintien de l'équilibre du monde. Donc le culte tire son nom de la déesse Isis, figure majeure de la mythologie égyptienne, vénérée comme protectrice, guérisseuse et maîtresse des arts magiques. Donc, transposé dans le contexte vampirique, ce symbolisme se traduit par une philosophie imprégnée de mysticisme, de maternité spirituelle et de défense des secrets sacrés. Donc, les membres du culte considèrent leur mission comme allant au-delà de la simple survie. Ils se voient comme des gardiens d'un équilibre mystique, protégeant les mages et autres entités surnaturelles jugées cruciales pour préserver la stabilité de l'univers. Donc, le culte d'Isis n'a pas de structure rigide. Il fonctionne comme une société secrète où chaque cellule est autonome et dirigée par une grande prêtresse ou un protecteur, donc des figures charismatiques ayant une profonde connexion avec la magie. Donc ces leaders-là servent de guides spirituels et tactiques, regroupant leurs membres en fonction de leurs talents et affinités. Donc certains vont se consacrer à la recherche de textes anciens, d'autres à la protection physique de sanctuaires ou de créatures vulnérables. Cette organisation-là, fluide, permet une collaboration unique entre vampires, humains et parfois même d'autres êtres surnaturels. Leurs objectifs dépassent les rivalités traditionnelles, unissant leurs forces pour préserver les énergies mystiques qu'ils jugent vitales. Le culte d'Isis poursuit plusieurs missions principales, toutes axées sur la préservation et la protection. Un de leurs rôles les plus marquants, c'est la défense des mages, qu'ils considèrent comme des gardiens essentiels de l'équilibre. Donc, ces alliances témoignent de leur vision du monde. Les mages, bien que souvent isolés ou méprisés, sont pour eux indispensables pour prévenir les catastrophes magiques qui pourraient déchirer le voile entre le monde des mortels et celui des forces surnaturelles. Une autre priorité, c'est la récupération de la protection d'artefacts magiques. Donc, ces objets-là de pouvoir sont souvent cachés dans des sanctuaires secrets où ils restent à l'abri des convoitises. Donc, ces activités-là les placent régulièrement en conflit avec d'autres factions, vampiriques ou non, cherchant à exploiter ces reliques-là à des fins égoïstes. La vision du culte d'Isis repose sur une profonde spiritualité. Pour eux, la magie, c'est pas simplement un outil à manipuler, mais une force vitale qui relie tous les êtres. Ils prônent la responsabilité collective, insistant sur le fait que les pouvoirs surnaturels impliquent des devoirs envers le monde. Ce point de vue-là les rend particulièrement critiques à l'égard des vampires ou des groupes qui vont exploiter la magie à des fins destructrices ou purement égoïstes. Ils vont enseigner également à leurs membres des anciens rituels et légendes liées à leurs origines afin de transmettre leur savoir et de perpétuer leur mission. Bien qu'ils agissent souvent dans l'ombre, leur influence se manifeste par leurs interventions pour maintenir l'équilibre mystique et contrer les menaces qu'ils perçoivent. Malgré leur indépendance, le culte interagit occasionnellement avec les grandes sectes vampiriques. Avec la Camarilla, ils vont partager parfois des intérêts communs, comme empêcher qu'un artefact puissant tombe entre les mauvaises mains. Cependant, ils restent critiques envers l'obsession de la Camarilla pour le contrôle rigide et l'autorité centralisée. Leurs relations avec les Bahari et autres cultes mystiques, en revanche, sont beaucoup plus tendues. Les adorateurs de Lilith en particulier représentent une menace idéologique pour le culte qui s'oppose fermement à leur vision chaotique et destructrice de la magie. Cette rivalité-là ajoute une dimension supplémentaire aux intrigues dans lesquelles le culte d'Isis est impliqué. Donc le culte d'Isis incarne une perspective singulière dans l'univers de Vampire la Mascarade. Avec leur quête de préservation et leur philosophie profondément spirituelle, il offre une alternative aux intrigues dominées par la violence et à la manipulation brute, on pourrait dire. Donc ce culte mystérieux, qui allie la tradition, la magie et la responsabilité, représente un équilibre fragile entre le passé ésotérique et les défis d'un monde vampirique en constante évolution. Attention, ici les ténèbres se teintent de sang et de chaos, donc les yeux de Malakai occupent une place singulière dans le folklore vampirique, mêlant encore une fois mysticisme, mais violence et une connexion intrigante, je devrais dire, avec les légendes des Malkaviens. Donc ce culte, redouté et incompris, est surtout connu et reconnu, on pourrait dire, pour sa brutalité extrême et ses membres imprévisibles, souvent qualifiés de fous furieux par ceux qui survivent à leur passage.
Donc, les origines des yeux de Malakai sont entourées d'un voile de rumeurs et de mythes. Leur nom proviendrait de Malakai, une figure énigmatique supposément liée à Malcave, le fondateur de la lignée des Malkaviennes. Donc, une légende persistante affirme que Malakai était la sœur de Malcave et qu'elle aurait été étreinte par Lilith elle-même, la mystérieuse figure de rébellion et de pouvoir dans la mythologie vampirique. Donc, si cette connexion est avérée, elle ferait des yeux de Malakai un culte lié à l'une des entités les plus anciennes et les plus redoutées de l'histoire vampirique. Mais comme souvent dans le monde de vampires et de la mascarade et le monde des ténèbres, là, aucune preuve tangible ne vient étayer ces récits, laissant place à des interprétations variées et à des récits plutôt terrifiants. Donc, les motivations des yeux de Malakai restent aussi insaisissables que leurs origines. Cependant, un thème, central émerge, une obsession pour la purification par le sang. Les membres du culte mènent une croisade meurtrière contre ceux qu'ils considèrent comme corrompus ou indignes de leur immortalité. Cette quête-là, qui justifie par des visions divines ou prophétiques, semble viser à établir un équilibre sacré, une notion volontairement floue qui alimente leur fanatisme. Leur vénération pour Malakai dépasse le simple respect. Donc, elle est élevée au rang de figure prophétique, de voire divine. Les actes de violence perpétrés par les yeux de Malakai sont souvent réalisés en son nom et certains membres affirment recevoir des visions ou des révélations directement d'elle. Donc, ce mélange de mysticisme et de violence donne au culte une dimension religieuse et un peu apocalyptique qui le distingue des autres groupes vampiriques. La figure de Lilith, qui est omniprésente dans le folklore vampirique, joue également un rôle dans la philosophie des yeux de Malakai. Donc Lilith est souvent perçue comme une icône de liberté, de rébellion, de connaissance interdite. Les yeux de Malakai semblent s'inspirer de ces éléments-là pour justifier leurs actions, bien que leur interprétation de Lilith soit profondément imprégnée de chaos et de destruction. Donc cette vision unique les éloigne des autres groupes liés à Lilith, comme les Bahari, avec lesquels ils entretiennent des relations tendues, voire ouvertement hostiles. Contrairement à de nombreux cultes, les yeux de Malakai n'ont pas de hiérarchie formelle. Ils fonctionnent comme un réseau de cellules indépendantes unies par une cause commune et des croyances partagées. Donc cette absence-là de centralisation les rend particulièrement difficiles à traquer et à éliminer. Chaque cellule peut agir de manière autonome tout en poursuivant des objectifs semblables. Donc, malgré leur décentralisation, les yeux de Malakai maintiennent un fort sentiment de communauté. Les rituels partagés, souvent empreints de mysticisme, impliquent le sang ou des substances alchimiques. Donc, ces rituels-là jouent un rôle crucial dans leur cohésion. Ces cérémonies sont des moments de communion où les membres échangent visions et états extatiques, renforçant leur loyauté et leur fanatisme. Les yeux de Malakai sont surtout connus pour leur violence extrême et leur imprévisibilité. Donc, ils s'attaquent aussi bien aux vampires qu'aux humains, leur motivation oscillant entre une logique obscure et une apparente folie. Donc, certains de leurs actes ciblent des individus qui jugent corrompus ou nuisibles, tandis que d'autres semblent totalement arbitraires, renforçant leur réputation de fous dangereux et incontrôlables. Donc, ne répondant à aucune secte majeure, les yeux de Malakai aussi se tiennent en marge des structures établies comme la Camarilla, le Sabbat ou même les anarches. Leur indépendance, combinée à leur brutalité, les rend incontrôlables et dangereux pour toutes les factions vampiriques. Donc, ils incarnent une menace constante, non seulement par leurs actions, mais aussi par leur philosophie chaotique qui sape les fondations mêmes de l'ordre vampirique. Les yeux de Malakai représentent une facette fascinante et effrayante du monde des ténèbres. Leur mélange de mysticisme, de violence et de fanatisme religieux en fait un culte imprévisible et terrifiant. Donc, à travers leurs actes sanglants, ils remettent en question les normes et les croyances des autres factions, forçant les vampires et les mortels à affronter une réalité où le chaos et la destruction peuvent se cacher derrière chaque ombre. On a ensuite le nid de Gorgo. Donc, c'est un des cultes les plus intrigants, les plus complexes quand même de l'univers de Vampire et la Mascarade. Donc, incarnation pure de la rébellion, ce groupe trouve ses racines dans une quête de justice, de libération face aux oppressions exercées par les puissants. Donc, qu'ils soient mortels ou vampiriques, les puissants sont vraiment les victimes de ce culte. Donc, le nom du culte évoque Gorgo, une figure mythologique associée aux Gorgones, ces créatures capables de pétrifier leurs victimes d'un seul regard. Cependant, ce culte n'a aucun lien direct avec la lignée des Lami ou des Gorgones de la mythologie vampirique. Il s'agit plutôt d'une allégorie symbolisant leur volonté implacable de confronter et de détruire les tyrans.
Donc, le nid de Gorgo, dis-je, s'est formé autour d'une vision radicale d'indépendance et d'émancipation. À l'origine, les membres se sont unis pour s'attaquer aux figures tyranniques et prédatrices au sein de la société, qu'il s'agisse de puissants vampires ou d'influents mortels. Donc, si cette mission peut sembler noble, leur méthode brutale et leur propension à mêler les querelles personnelles et croisades idéologiques ont souvent suscité la controverse. Ce mélange explosif entre justice et vengeance brouille les frontières entre les héros révolutionnaires et les justiciers incontrôlables. Contrairement à de nombreux cultes vampiriques, le nid de Gorgo ne possède pas de hiérarchie rigide ni de leader unique. Il fonctionne comme une confédération de cellules autonomes, chacun opérant indépendamment avec des propres objectifs locaux. Cette structure-là, décentralisée, leur offre une flexibilité qui est quand même précieuse pour leur cause, mais contribue également à leur réputation de chaos organisé. Ce modèle permet à chaque cellule de s'adapter à son environnement tout en adhérant à une philosophie commune. Lutter contre les abus de pouvoir et briser les chaînes de l'oppression. Le nid de Gorgo attire principalement des femmes vampires, bien que les hommes puissent aussi trouver leur place. Ce culte porte cependant une forte identité féministe, héritée des expériences traumatiques vécues par de nombreuses de ses membres, en fait, là, avant ou après leur étreinte. Ce penchant militant les pousse à cibler en priorité des figures masculines perçues comme oppressives, bien que leur croisade, en fait, là, ne se limite pas aux hommes. L'idéologie du nid de Gorgo mêle vengeance personnelle, justice sociale, spiritualité sombre. Ses membres croient en une mission divine, oui, ou karmique, de punir ceux qui abusent de leur pouvoir, qu'ils soient d'anciens vampires, membres influents de la Camarilla ou du Sabbat, ou même des mortels corrompus. Cependant, cette quête-là collective est souvent teintée de motivations personnelles, comme j'ai dit. Donc, nombreux sont ceux qui rejoignent le culte pour canaliser leur colère ou réparer des injustices qu'ils ont subies. Cette dimension-là personnelle a conduit à des perceptions variées. Certains voient le nid de Gorgo comme un groupe révolutionnaire inspirant, tandis que d'autres y voient une bande de fanatiques imprévisibles. Le nid de Gorgo opère dans l'ombre, mais ses actions sont loin de passer inaperçues. Donc, on parle de sabotage, assassinats spectaculaires, des intimidations, c'est vraiment leur arme de prédilection. Donc, les attaques, souvent brutales, ne se contentent pas non plus d'éliminer leur cible. Elles sont conçues pour envoyer un message clair et glaçant à tous les oppresseurs. Leur justice, implacable et sans appel, rappelle qu'aucun tyran, aussi puissant soit-il, n'est à l'abri de leur colère. Donc, le nid de Gorgo consacre également une partie importante de ses efforts à sa rivalité avec les Bahari, le culte dévoué à Lilith. Donc, si les Bahari prônent une philosophie centrée sur la liberté et la connaissance par le chaos, le nid de Gorgo les perçoit comme des ennemis dangereux et manipulateurs. Cette opposition-là repose autant sur des divergences, oui, idéologiques, que sur des querelles personnelles, rendant leur conflit encore plus acharné. Leurs affrontements sont souvent aussi violents que symboliques, chaque camp cherchant à prouver la supériorité de sa vision du monde. Le nid de Gorgo incarne une facette fascinante et tumultueuse du monde des ténèbres. À la croisée de la justice, de la vengeance, ce culte définit les normes établies, s'attaque aux oppresseurs avec une fureur là, vraiment incontrôlable. Leur mélange de militance féministe, de spiritualité sombre, oui, et de violence ciblée en fait un acteur imprévisible et redouté, autant par les mortels que par les vampires. Donc, on les perçoive comme des révolutionnaires ou des fanatiques. Le nid de Gorgo laisse une empreinte indélébile sur chaque société qu'il touche, rappelant à tous que dans les ténèbres, même les plus puissants doivent craindre ceux qu'ils ont asservis. Donc voilà, créatures de la nuit, notre exploration des cultes mineurs touche à sa fin pour aujourd'hui. Donc ces groupes, bien qu'en marge des grandes sectes vampiriques, vont démontrer à quel point le monde des ténèbres regorge de mystères et de nuances. Donc qu'ils soient fanatiques, que ce soit des visionnaires ou des agents du chaos, vont enrichir l'univers de Vampire la Mascarade en y apportant des récits qui sont uniques, puis des dilemmes moraux qui vont être différents de ceux qu'on peut voir par l'écran de siècle. Donc, si cette plongée-là dans l'ombre vous a fasciné, donc pensez à laisser un petit pouce en l'air, à partager vos réflexions dans les commentaires et bien sûr à vous abonner pour ne rien manquer de nos prochaines excursions nocturnes. À bientôt!